22 heures sur Télé Djibouti, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres qui vous seront développés. La Maison des Citoyens lance la banque postale, un événement organisé par le ministère de la Communication lors de la Journée mondiale de la Poste. Et la marine israélienne a attaqué la flottille de la Conscience en route vers Gaza. Bonsoir à tous. Le ministère de la Femme et de la Famille a organisé aujourd'hui un atelier de partage de connaissances dans le cadre du projet par VBG. Cette rencontre visait à renforcer la coordination des efforts menés pour prévenir et combattre les violences faites aux femmes et aux filles à Djibouti. L'événement s'est déroulé en présence de Mouna Ousmane Aden, ministre de la Femme et de la Famille, de la représentante de la Banque mondiale, de la représentante du FNUAP, ainsi que de nombreux acteurs de la société civile engagés dans la promotion de l'égalité des genres et la protection des droits humains. Au cours de l'atelier, les participants ont échangé sur les résultats obtenus par le projet par VBG et sur les défis persistants dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Une présentation détaillée de la politique nationale du genre pour la période 2024-2030 a également été faite, mettant en avant les priorités nationales pour promouvoir l'autonomisation des femmes et garantir une société plus équitable et inclusive. Cet atelier marque une étape important dans le renforcement des synergies entre les acteurs publics, les partenaires internationaux et la société civile en faveur de l'égalité des genres et du respect des droits fondamentaux. La mise en œuvre du projet d'appui à la résilience des femmes et de leur communauté dans la lutte contre la violence basée sur le genre, l'acronyme étant par VBG, conçu à titre pilote pour renforcer la prévention et la réponse aux violences basées sur le genre, tout en favorisant l'autonomisation économique des femmes. Je souhaite également exprimer notre profonde reconnaissance au gouvernement du Japon pour sa généreuse contribution à travers le Fonds japonais de développement social qui a rendu possible la concrétisation de ce projet. Et de son côté, la ministre Mouna Ousmane Aden a salué la collaboration fructueuse entre les partenaires techniques et financiers. Nous l'écoutons. Ce projet n'est pas qu'une initiative, il est la manifestation concrète d'une volonté commune et forte de bâtir une société djiboutienne plus juste, plus équitable et où chaque femme peut vivre à l'abri de la violence. Je tiens à souligner que notre action s'inscrit dans le cadre d'une division gouvernementale très claire. La question du respect des droits des femmes, comme ceux des droits de l'homme en général, est déjà inscrite dans la Constitution. Elle a fait ensuite l'objet d'un socle juridique pertinent, mis en place depuis les années 90 et accompagné par des projets différenciés visant à faire de l'autonomie des femmes un rempart contre les violences qui leur sont faites. La politique nationale genre 2024-2030 s'inscrit dans la continuité de ces efforts et compte parmi ses orientations fondamentales celle de parvenir à la tolérance zéro vis-à-vis des violences basées sur le genre. C'est désormais une boussole qui guide l'ensemble de nos efforts. Dans cette optique, Djibouti a franchi une étape décisive. Nous avons finalisé pour la première fois un document holistique, à savoir la stratégie nationale de réponse face aux violences basées sur le genre, y compris les mutilations génitales féminines. C'est un document stratégique complet et concerté et qui sera incessamment adopté officiellement. Son implantation marquera une accélération significative de notre lutte contre ce fléau. Dans l'actualité également, Djibouti célèbre la journée mondiale de la Poste et annonce la création de la Banque postale de Djibouti. À l'occasion de la célébration de la journée mondiale de la Poste, un événement solennel s'est tenu à Aïla Grand Hôtel de Djibouti. Cette célébration a été marquée par une annonce de grande portée nationale, la création officielle de la Banque postale de Djibouti. Placée sous le haut patronage du ministre de la Communication, chargé des postes et des télécommunications, Radouane Abdullahi Bahdoun, la cérémonie a réuni un large panel de personnalités. Cette initiative portée par la Poste de Djibouti avec l'appui constant de l'AFD, l'Agence française de développement et du groupe La Poste France s'inscrit pleinement dans la dynamique de la vision Djibouti 2035 impulsée par le président de la République. L'objectif affiché étant clair, favoriser une inclusion économique à large échelle, moderniser les services financiers et rapprocher la banque des citoyens. Grâce à la mobilisation de nos partenaires et à l'engagement de nos équipes, nous posons aujourd'hui les bases solides d'une banque publique
au service de tous les Djiboutiens, a déclaré le ministre de la Communication. La future banque postale de Djibouti veut être une banque moderne, ouverte à tous, fiable et facile à utiliser, présente partout dans le pays. Elle offrira des services bancaires importants comme l'épargne, les prêts, les transferts d'argent sécurisés et des moyens de paiement pour aider aussi bien les particuliers que les petits entrepreneurs, commerçants, agriculteurs ou encore artisans. Ce projet concret vient d'une collaboration technique entre les experts de l'AFD et du groupe La Poste France et de la Poste de Djibouti. Écoutons pour plus de précision le directeur de l'Agence française de développement et celui du groupe La Poste France. 2 années de travaux entre les équipes projets de La Poste de Djibouti et du groupe La Poste et de la Banque Postale. Il y a 5 jalons importants donc pendant 2 années. Avec, il y a presque 2 ans, un kick-off qui a eu lieu le 15 novembre 2013, ici à Djibouti. Donc, le premier jalon très important a été la validation par la Poste de Djibouti de la stratégie de l'offre et du business plan. Puis, une équipe projet miroir des gens de la Poste Group, de la Poste de Djibouti, ont travaillé en co-construction sur les fondamentaux, la base de la construction de cette future banque postale. Donc ces fondamentaux sont la stratégie de l'offre et le business plan, la gouvernance, l'organigramme RH cible et le plan de formation, le système d'information bancaire, les procédures, la conformité et les risques, et pour terminer, la complétude du dossier d'agrément auprès de la Banque centrale de Djibouti. Et nous sommes en effet réunis aujourd'hui pour marquer la clôture du projet d'appui à la création de la Banque postale de Djibouti. Comme cela a été dit, ce projet est le fruit d'un travail collectif, d'une vision qui est partagée et d'un système financier plus inclusif, plus accessible et plus résilient. C'est à ce titre que le projet s'inscrit dans le cadre du plan national de développement de Djibouti ici. Donc on a bien l'inclusion, la connectivité et les institutions, qui place la cohésion sociale et l'inclusion financière au cœur du système financier et du modèle de croissance du pays. L'ambition est claire, diversifier le modèle bancaire pour mieux répartir les fruits de la croissance et stimuler la diversification économique à travers les initiatives privées. C'est dans cette dynamique que s'inscrit évidemment l'action de l'Agence française de développement en appui au système financier de Djibouti. Et de son côté, le directeur de la Poste de Djibouti a souligné l'importance stratégique de ce projet pour le réseau postal national. Nous célébrons aujourd'hui la journée mondiale de la Poste, une journée qui nous rappelle que même à l'ère des smartphones et du numérique, le facteur reste un messager de confiance et la Poste un pilier du lien social. Mais attention, à la Poste de Djibouti, ce n'est plus seulement des lettres et du courrier. C'est une entreprise moderne, proche des citoyens, innovante et résolument tournée vers l'avenir. Et cet avenir, nous le construisons aujourd'hui avec une étape importante et presque historique. Nous clôturons officiellement le rapport de procédure opérationnelle de la future banque postale de Djibouti, fruit d'un travail approfondi, rigoureux et collaboratif. Nous lançons, sous la houlette de notre ministre de tutelle, le tour de table des actionnaires qui débutera bientôt et qui est une phase décisive pour mobiliser les fonds nécessaires à la naissance de cette banque postale. Elle sera inclusive, accessible à tous. Les frais seront très économiques et elle mettra l'accent sur la bancarisation des jeunes, le soutien aux retraités et la proximité avec les citoyens. Comme l'a dit mon collaborateur Kahin, nous venons en complémentarité des autres banques de la place et donc je rassure mon ami le DG de Exim Bank ici présent, nous sommes prêts à travailler ensemble. Notre transformation ne s'arrête pas là. La Poste de Djibouti innove dans beaucoup de domaines. Nous avons aussi un call center. Le call center qui est un centre d'appel moderne qui écoute, répond, oriente, gère les doléances et même fait des recouvrements. Ce centre d'appel travaille déjà avec l'Agence des routes, avec Arulos et aussi avec le ministère des Solidarités pour pouvoir répondre aux appels des Djiboutiens et transmettre leurs doléances. Et puis, comme dernier exemple, nous avons le e-commerce. Le e-commerce, avec notre partenariat avec Artim,
et Amazon France, il y a quelque temps, les Djiboutiens ne pouvaient pas acheter directement sur Amazon. Et depuis 6 mois, ils peuvent le faire directement sur Amazon France. Ils peuvent acheter en ligne, payer tous les frais, y compris le transport, et attendre sagement leur colis à Djibouti. Donc pour nous, c'est une grande avancée. Nous espérons continuer pour aller sur Amazon Dubaï et Amazon États-Unis. Enfin, vous avez vu une moto à l'entrée. La Poste a décidé d'offrir une quinzaine de motos à des jeunes qui vont débuter un travail, que ce soit dans la logistique ou la livraison. Et donc, nous allons faire du leasing social. Ce partenariat est fait avec notre ami de l'ANIFIP. Donc, comme je vous le disais, la Poste bouge, elle se transforme, elle se digitalise, mais elle reste fidèle à sa mission première, servir, inclure, connecter. Et clôturons la série des interventions. Le ministre Radouane Abdullahi Bahdoun, qui a présidé cette cérémonie, a salué cette avancée majeure et exprimé sa profonde gratitude envers l'ensemble des partenaires ayant contribué à la concrétisation de ce projet. On l'écoute. C'est avec une profonde émotion et un immense sentiment de gratitude que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de la clôture officielle de la mission d'assistance conduite par l'Agence française de développement et la Poste France dans le cadre de la mise en place de la Banque postale de Djibouti. Cet événement marque une étape majeure dans notre ambition collective de doter notre pays d'une institution financière nationale inclusive et proche des citoyens. Une institution qui fera du service public un véritable levier d'inclusion économique et sociale. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer au nom du gouvernement de la République de Djibouti et à mon nom personnel nos remerciements les plus sincères et les plus chaleureux à l'Agence française de développement AFD pour son accompagnement technique, la pertinence de son expertise et la confiance témoignée tout au long de cette mission. La Poste France, pour la qualité de son appui, le partage de ses savoirs, de ses méthodes et de son expérience centenaire dans le domaine postal et bancaire. Les experts nationaux et internationaux, les membres du comité de pilotage, ainsi que les équipes de la Poste de Djibouti, la création de la Banque postale de Djibouti s'inscrit pleinement dans la vision Djibouti 2035, initiée par le président de la République, son Excellence Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, qui fait de la modernisation du secteur financier et de l'inclusion économique une priorité stratégique. Nous voulons construire une institution présente dans toutes les régions du pays, proche des citoyens, moderne, fiable et accessible, et engagée dans le développement local. Cette banque devra permettre à chaque citoyen djiboutien, quel que soit son lieu de résidence ou sa condition, d'avoir accès à des services financiers essentiels, épargne, crédit, transfert sécurisé et moyens de paiement modernes. Elle sera aussi un outil puissant pour soutenir les petites entreprises, les agriculteurs, les commerçants et l'ensemble des acteurs de la vie économique. La rencontre aujourd'hui traduit le passage d'une idée ambitieuse à un projet concret, structuré et mûr, prêt à entrer dans sa phase opérationnelle. Et notre équipe de reportage qui a couvert cet événement a recueilli pour nous les impressions des participants. La banque qui permettra à tous les Djiboutiens d'avoir un compte, quelle que soit leur situation, quel que soit leur revenu. Avec des tarifs bancaires, comme l'a dit le directeur général de la Poste tout à l'heure, hyper accessibles, donc très peu chers. Voilà, l'idée c'est que même au fin fond des provinces, les personnes puissent avoir accès aux services bancaires, que ce soit des crédits, que ce soit de l'assurance, de l'épargne, tout ce dont on a besoin aujourd'hui pour vivre dans une vie normale, protéger sa famille, avoir des projets et vivre bien sa vie. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de célébrer la Journée mondiale de la Poste, le 150e anniversaire de l'Union postale. À travers la Maison des citoyennes, la Poste de Djibouti, elle renforce la proximité entre l'administration et la population grâce à son vaste réseau et l'engagement de ses agences de postaux présents sur tous les territoires nationaux. Cependant, ces nouveaux projets que nous avons lancés aujourd'hui, ils visent à rendre les services bancaires plus accessibles à toutes les Djiboutiennes, y compris ceux qui vivent dans les zones rurales et qui ne disposent pas de compte bancaire. Grâce au réseau postal,
Cette future banque postale, elle proposera de divers services modernes comme des comptes bancaires, des comptes d'épargne, des cartes bancaires, de crédit, de paiements digitaux. Cette cérémonie également, c'est le début de notre tout premier partenariat avec le prometteur et nos futurs actionnaires du développement et du financement et l'inclusion de la population djiboutienne. Sous la présidence de l'honorable Abdelrahman Awali Yassine, président de la Commission des Affaires étrangères, la Commission s'est réunie aujourd'hui pour procéder à l'examen du projet de loi numéro 183 de la 9e législature portant ratification du statut du Centre du travail de l'Organisation de la coopération islamique. Les travaux de la Commission se sont déroulés en présence du ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale, Omar Abdi Saïd, accompagné de son conseiller et de son principal collaborateur. Après un examen des dispositions de l'accord et des articles afférents à sa ratification, la Commission des Affaires étrangères a émis un avis favorable et transmis le projet de loi à la séance plénière pour débat et adoption par la représentation nationale. Un atelier de consultation consacré à la mise en œuvre de la Convention de Rotterdam s'est ouvert ce mercredi au Palais du Peuple. Organisé par le ministère de l'Environnement et du Développement durable en collaboration avec le secrétariat de la Convention de Rotterdam, cet atelier se déroulera sur 2 jours, du 8 au 9 octobre. La cérémonie d'ouverture s'est tenue en présence du secrétaire général du ministère de l'Environnement, Dine Abdallah. Et cet atelier vise à renforcer les capacités nationales en matière de gestion et de contrôle des produits chimiques dangereux et des pesticides conformément aux dispositions de la Convention de Rotterdam. Celle-ci établit une procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux faisant l'objet d'un commerce international. Durant ces 2 jours de travaux, les participants échangeront sur les mécanismes de mise en œuvre de la Convention, des bonnes pratiques en matière de réglementation ainsi que sur les moyens de coordination entre les institutions nationales concernées. Des sessions interactives permettront également d'identifier les besoins prioritaires du pays pour renforcer la sécurité chimique et la protection de la santé publique et de l'environnement. Suivant l'intervention du secrétaire général du ministère de l'Environnement pour plus de précisions. L'objectif est clair: protéger la santé humaine et l'environnement contre les risques liés à l'utilisation et au commerce de ces produits. La République de Djibouti, qui a ratifié la Convention en 2004, réaffirme aujourd'hui sa volonté de mettre en œuvre de manière effective, à travers le renforcement du cadre institutionnel, juridique et technique de la gestion des produits chimiques dangereux. L'atelier qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du projet de renforcement des capacités pour la mise en œuvre de la Convention de Rotterdam à Djibouti, financé par l'Union européenne et mis en œuvre par le ministère de l'Environnement avec l'appui du secrétariat des conventions de Bâle, de Rotterdam et de Stockholm. Cette rencontre marque une étape importante dans la démarche nationale visant à renforcer les capacités des parties prenantes dans la gestion des produits chimiques dangereux, clarifier les rôles institutionnels et les responsabilités des acteurs concernés, identifier les lacunes réglementaires et opérationnelles et élaborer une feuille de route nationale pour une mise en œuvre cohérente et coordonnée de la Convention de Rotterdam à Djibouti. Les produits chimiques sont devenus indispensables dans nos activités économiques, industrielles et agricoles. Cependant, leur mauvaise gestion peut entraîner des conséquences graves sur la santé des populations, la qualité de nos ressources naturelles et la préservation de notre environnement. Dans un pays comme le nôtre, où le commerce et le transit international occupent une place stratégique, la maîtrise des flux et la connaissance des substances manipulées constituent un enjeu de sécurité environnementale et sanitaire majeur. C'est pourquoi notre objectif collectif doit être de bâtir une gouvernance nationale solide et intégrée en matière de gestion des produits chimiques dangereux. Le préfet de la région de Dikil, Hassan Abdi Roblé, a reçu la visite de la secrétaire générale de l'UNFD, Fatouma Moussa, ainsi que de membres de sa délégation à la préfecture de la région de Dikil. Cette visite s'inscrit dans le cadre du programme national d'alphabétisation qui entame sa 8e année. À cette occasion, une réunion de concertation s'est tenue dans la salle de réunion de la préfecture, réunissant plusieurs acteurs clés impliqués dans le programme. Et ce programme national d'alphabétisation, coordonné par l'UNFD, en partenariat avec plusieurs départements ministériels,
ministériels comme celui de l'éducation nationale, de la femme et de la famille, des affaires sociales et de solidarité, et partiellement avec le ministère de l'Agriculture a pour objectif de réduire le taux d'analphabétisme, de promouvoir l'autonomisation des femmes et des jeunes filles et de favoriser leur intégration socio-économique à travers l'éducation. Et nous restons dans le sud du pays après Dikil, direction Ali Sabié, où le conseil régional a récemment accueilli une cérémonie solennelle marquant la signature d'une convention de partenariat entre cette institution et l'UNICEF. Cet événement d'envergure s'est déroulé en présence de nombreuses personnalités témoignant de l'importance accordée à cette initiative pour le développement de la région. Et cette convention vise à répondre à des enjeux majeurs, notamment dans le domaine de l'éducation des filles, de la protection de l'enfance, ainsi que du développement social et économique de la région. Elle témoigne également d'un engagement commun pour offrir de meilleures perspectives aux jeunes générations, particulièrement les jeunes filles. Le président du conseil régional, Charmak Hassan, a salué cette initiative comme un tournant décisif dans la politique de développement de la région, affirmant que ce partenariat permettra de bâtir les fondations d'une région plus équitable où chaque enfant a la possibilité de réaliser son potentiel. La signature de cette convention représente un signal fort d'unité et d'action en faveur d'un avenir plus prometteur pour les habitants de la région d'Ali Sabié. Je suis très émue aujourd'hui parce que c'est la deuxième fois qu'on signe une convention vraiment historique. Parce que, comme vous le savez, selon notre mandat pour les enfants et les femmes, et selon vos priorités ici dans la région, on est ensemble. UNICEF, on reste à vos côtés pour tout ce qu'on veut faire ensemble. Je connais bien la région, j'ai visité beaucoup d'endroits, comme vous le savez, et j'aime beaucoup votre région. Vous êtes très, très proche dans mon cœur. Et je vous propose également de suivre les interventions des responsables de la région d'Ali Sabié. Un immense honneur et une profonde satisfaction que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de la signature de cette deuxième convention bilatérale entre le Conseil régional d'Ali Sabié et l'UNICEF. Cet instant n'est pas seulement symbolique, il est l'illustration vivante d'un partenariat fécond, d'une collaboration qui a déjà fait ses preuves et qui continue d'écrire de belles pages dans l'avenir de notre région. Notre ambition est claire, Madame la représentante, Monsieur le préfet de la région. Faire cette nouvelle étape un succès plus grand encore, afin que nos communautés puissent bénéficier directement les fruits de ces partenariats exemplaires. Nous sommes convaincus qu'avec cette nouvelle convention, nous continuerons ensemble à bâtir une société plus solidaire, plus équitable et plus résiliente. Les élus ou les représentants de la population ont démontré par leur action qu'il fallait répondre aux priorités et aux besoins de la région, de la population, que ce soit dans les chefs-lieux ou dans l'arrière-région. Et aujourd'hui, si on est là ici, c'est pour témoigner cela. Dans le monde, mobiliser l'argent est difficile. Donc, j'espère qu'on va utiliser à bon escient le peu de moyens qui ont été plus ou moins mobilisés pour qu'on puisse répondre aux priorités, que ce soit au niveau de la santé, au niveau de l'éducation. Et je sais qu'il faut qu'on travaille tous ensemble. Si on est là aujourd'hui, que ce soit les services déconcentrés de l'État, que ce soit la préfecture, que ce soit les forces de défense et de sécurité, cela montre qu'on est un seul corps. On est un seul corps au service de notre communauté pour qu'on puisse au moins améliorer, ne serait-ce, leurs conditions de vie. C'est notre priorité. En tout cas, merci encore une fois, Madame la représentante.
En nouvelle régionale, à présent, le ministère éthiopien du commerce et de l'intégration régionale a annoncé que l'Éthiopie lancera officiellement le programme de la zone de libre-échange continentale africaine demain, donc 9 octobre, dans le but de renforcer l'intégration économique régionale. La ministre d'État au commerce et à l'intégration régionale, Yasmine, a indiqué que l'Éthiopie faisait partie des premiers pays africains à ratifier l'accord de la ZLECAf, reflétant ainsi son engagement à développer le commerce, les investissements et à stimuler la croissance économique dans divers secteurs clés. Le programme permettra également d'ouvrir de nouveaux marchés, d'accroître les opportunités d'investissement et de renforcer les chaînes d'approvisionnement régionales au bénéfice des entreprises, des entrepreneurs et des jeunes. La marine israélienne a attaqué tôt ce matin plusieurs navires de la flottille de la Conscience, un convoi humanitaire international se dirigeant vers la bande de Gaza alors qu'il naviguait dans les eaux internationales à environ 120 000 nautiques des côtes de Gaza dans le cadre d'une tentative de briser le blocus imposé au territoire depuis plus de 18 ans. Des sources militaires israéliennes ont confirmé que la marine avait intercepté les navires en route vers Gaza en violation du blocus maritime, affirmant que toutes les personnes à bord étaient en bonne santé et seraient transférés au port d'Ashdod pour interrogatoire avant d'être expulsés. Les observateurs estiment que cette attaque pourrait relancer le débat international sur la légalité du blocus israélien et sur la nécessité d'ouvrir des voies maritimes humanitaires sûres pour acheminer l'aide à la population de Gaza qui vit une crise humanitaire sans précédent. Et justement, les négociations sur le plan de Gaza se poursuivent en Égypte avec la participation de délégations du Qatar, des États-Unis et de la Turquie. Le président américain estime qu'il existe une réelle opportunité d'aboutir à un accord de paix à Gaza. La pression internationale s'intensifie pour mettre fin à la guerre, tandis qu'Israël poursuit sans relâche sa campagne militaire à Gaza, transformant le territoire en amas de ruines, provoquant la mort de dizaines de milliers de Palestiniens et une crise humanitaire majeure. Les Nations Unies ont déclaré que la famine touchait particulièrement le nord du territoire. Une commission d'enquête indépendante mandatée par l'ONU a accusé le mois dernier Israël de commettre un génocide à Gaza. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis.